Grenoble. Il me reste juste à vous souhaiter une très belle journée à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Le procès des meurtres de Kevin et Sofiane se déroulera finalement à huis clos. La décision a été prise ce matin par la Cour d'assises des mineurs. Les familles des victimes avaient réclamé la publicité des débats. Nous ferons un point sur les suites du procès avec Jean-Christophe Solari en direct du Palais de justice de Grenoble. L'Isérois Bruno Dos, l'un des deux pilotes impliqués dans l'affaire Air Cocaïne, est arrivé ce matin à Marseille pour être entendu par la juge d'instruction en charge de cette affaire en France. L'autre pilote, Pascal Fauré, doit être entendu demain. Nous parlerons de tout cela avec Jérôme Pierrat, co-auteur du livre L'affaire Air Cocaïne. Il est l'invité de ce journal. Enfin, un mot de votre météo avec quelques averses de pluie, notamment sur le nord des Alpes. Le soleil devrait revenir en fin de journée. Température maximale de 12 à 16 degrés. La Cour d'assises de l'Isère a donc tranché. Le procès de la rixe mortelle d'Échirolles se tient à huis clos. Il s'agit d'éviter des troubles éventuels. L'affaire implique des jeunes de deux quartiers de l'agglomération de Grenoble. Plusieurs avocats et proches des victimes réclamaient la publicité des débats. Jean-Christophe Solari, Aurélie Massé. Les 12 accusés du procès de Kevin et Sofiane s'expliqueront donc à huis clos, à l'abri du regard, loin de la presse. L'arrêt de la Cour d'assises des mineurs est notamment motivé par la crainte que ce procès ravive les tensions entre les quartiers de la Villeneuve et d'Échirolles. Une décision qui provoque beaucoup d'amertume parmi les proches des victimes. On l'avait vu aujourd'hui, même hier, il n'y aura pas d'incident. C'est pas du côté de la famille Kevin et Sofiane, pas du côté des proches, même du côté des autres. C'est une affaire qui a pris une telle ampleur qu'il n'y aura pas d'incident. Bien sûr que non. Donc l'argument d'incident, c'est faux. C'est juste qu'on protège les meurtriers, là. C'est tout. Eux-mêmes demandent le huis clos pour s'exprimer. Les parties civiles qui avaient demandé que les débats soient publics, leur avocat, Maître Spinner, est consterné par cette décision. Ce que la Cour vient de dire, c'est que la justice ayant été incapable, lors d'un précédent procès, de faire appliquer le code de procédure pénale, et que la Cour, pensant que la République n'est pas capable de maintenir l'ordre public, vient expliquer que lorsque vous êtes victime d'un crime, il ne faut surtout pas en reparler en public, de peur de fâcher et de susciter des antagonismes. Ça s'appelle la démission de l'État et la démission de la République. Pour motiver son arrêt, le président de la Cour d'assises des mineurs a fait référence aux incidents d'audience lors du procès Médichine en mars dernier. Incident attribué à Maître Flipper. Le tonitruant, avocat grenoblois, a été le seul avocat de la défense à demander une audience publique. Il avait promis de faire de ce procès le outreau grenoblois. La Cour ne lui en a pas laissé la possibilité. Jean-Christophe Solari, bonjour. Vous êtes devant le palais de justice de Grenoble où se déroule ce procès. On l'a dit, le huis clos a été prononcé. Maintenant, que va-t-il se passer? À quoi vont être consacrées les prochaines journées? Eh bien Pauline, l'examen des personnalités des accusés débutera dès demain avec tout d'abord l'enquête de personnalité de Mohamed Eladj. C'est l'un des principaux protagonistes de la rixe mortelle. C'est lui qui est intervenu après que son petit frère se soit battu avec le frère cadet de Kevin. Et il serait donc à l'origine de l'expédition punitive. Enquête de personnalité, examen psychiatrique, examen psychologique, curriculum vitae, interrogatoire de curriculum vitae, il en sera ainsi pour les 12 accusés et cela nous amènera jusqu'au 18 novembre prochain. Ce sera alors le temps des rapports d'autopsie des corps de Kevin et Sofiane, puis l'audition des enquêteurs et enfin l'audition des témoins. L'interrogatoire des accusés sur le fond de l'affaire ne se fera lui qu'à la fin du mois, le 30 novembre prochain. Un procès, vous l'avez compris, qui pourrait bien s'étirer sur 7 semaines au lieu de 6. Merci Jean-Christophe. Un homme a été grièvement blessé lors d'une rixe l'arme blanche la nuit dernière à Fontaine, en Isère. L'homme de 54 ans a été transporté au CHU de Grenoble. Et puis hier soir, notre site internet France 3 vous révélait la disparition qualifiée d'inquiétante d'une figure du milieu de Grenoble, Robert Maldera. Depuis cette annonce, les langues se délient. On appréhende ainsi qu'un lieutenant de l'ex-parrain a également disparu. Une information a été ouverte. Les buralistes sont toujours très opposés au paquet de cigarettes neutres, c'est-à-dire sans marque apparente. Ils ont manifesté hier dans plusieurs villes de France et notamment à Lyon, où se sont rendus plusieurs buralistes grenoblois. Un amendement visant à instaurer ce type de paquet doit être prochainement débattu à l'Assemblée nationale. Les professionnels craignent pour leur avenir et redoutent une importance accrue du marché parallèle. Chambéry accueille depuis hier les premières assises nationales du vélo électrique
400 professionnels sont réunis pour débattre de cette pratique dont l'avenir est prometteur. Damien Borelli, Frédéric Pasquette. L'été en pente douce. Réputée pour ses spots de VTT, la station des Jets en Haute-Savoie a été la première à proposer cet été aux touristes des VAE, vélos à assistance électrique en libre service. De telles initiatives sont encore rares en France. C'est pour pouvoir dresser un panorama de cette nouvelle pratique que l'association Grande Traversée des Alpes réunit à Chambéry acteurs de l'industrie du vélo, élus, professionnels du tourisme et de la nature. Et les questions ne manquent pas. On s'aperçoit que beaucoup de gens ont du mal à savoir ce qu'est réellement un vélo électrique. Il y a des questions réglementaires. L'assistance électrique s'arrête à 25 km/h. Qui doit investir ? Les acteurs économiques, quelle est la place de la puissance publique, comment on aménage les pistes cyclables, quel type d'aménagement, de sécurité, de facilitation dont ont besoin les futurs utilisateurs. Du déplacement domicile-travail à la pratique sportive, le VAE est multi-usage. Malgré un prix conséquent, 900 € en moyenne, les ventes ont bondi de 37% en 2014. Pourtant, comparé aux 3 millions de vélos classiques vendus l'an passé, la part des vélos électriques reste modeste. Il y a des perspectives qui sont exceptionnelles, un potentiel considérable. Il y a 500 000 vélos à assistance électrique vendus en Allemagne. Nous, on est à 80 000 en France. Vous voyez qu'il y a une marge de progression qui est considérable, avec en plus une pratique qui plaît énormément. 10 fois champion du monde de VTT de descente, le Niçois Nicolas Vouilloz défend la monture électrique. Il l'a même chevauchée en compétition. Souvent, voilà, la question qui revient, électrique, vélo électrique, c'est un vélo de feignant. Non, parce que quand on est pratiquant, on va s'en servir pour en faire plus, pour aller plus loin, pour aller plus vite et pour forcer juste en allant plus vite et en voyant plus de paysages, en permettant de faire des parcours plus longs. Une pratique respectueuse de l'environnement, c'est aussi ce qu'ont souhaité les acteurs de ces premières assises. Les promoteurs du VAE espèrent diversifier l'offre et attirer une nouvelle clientèle. À quelques semaines de la grande conférence sur le climat, la COP21, notre série est consacrée à l'innovation énergétique. La région est en pointe dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'énergie solaire. En Savoie, des chercheurs viennent de mettre au point un système de chauffage révolutionnaire. Cédric Picot, Christelle Nicolas. C'est une maison unique au monde. Depuis quelques mois, Louis Stéphane et son équipe ont investi ce bâtiment expérimental. Ici, pas de pétrole ni d'électricité. L'habitation est chauffée grâce à l'eau contenue dans l'atmosphère. L'humidité qui va alimenter le système, ça va être les gens qui vont respirer à l'intérieur de la maison, ça va être la cuisson, ça va être les douches que les gens vont prendre. Tout ce qui dégage de l'humidité dans une maison va nous servir à alimenter le chauffage de la maison. C'est le principe du projet Stock Hydens pour stockage haute densité. Le système capte l'énergie du soleil en été pour la restituer grâce à l'humidité hivernale. Pour faire cela, nous avons choisi la thermochimie. Donc, c'est quoi le principe? C'est qu'on a un sel qu'on va hydrater et déshydrater. Quand on le déshydrate, on stocke l'énergie. Quand on l'hydrate, on dégage de la chaleur. Explication à l'extérieur de la maison. Dans cette dépendance, 6 tonnes d'un sel spécial, non polluant, non toxique et facile à produire. Une matière qui peut être hydratée et déshydratée à l'infini. Ce qu'on voit ici, c'est un des 5 réacteurs qui constituent le système global. Et en fait, dans chaque réacteur, on a des étages qui contiennent du sel. Et l'air va traverser les couches de sel. Et l'été, par exemple, l'air qui traverse ces couches de sel va permettre de déshydrater le sel et donc du coup de stocker l'énergie. Et l'hiver, l'air humide qui va traverser ces couches de sel va permettre de produire de la chaleur. Installée depuis quelques mois à l'Institut national de l'énergie solaire, l'expérience Stock Hydens peut chauffer une habitation basse consommation de 100 mètres carrés pendant tout un hiver. Un test grandeur nature pour une innovation inédite. La manip que vous voyez ici et qu'on a visité, c'est quand même une première mondiale. Le fait d'avoir un système à taille réelle connecté à une maison, suivi dans le temps, avec tout installé, tout prêt à l'emploi, ça constitue une première mondiale. Aujourd'hui, la production de chauffage et d'eau chaude représente 40% de la facture d'énergie d'un ménage. Demain, le système Stock Hydens pourrait changer la donne. Toujours en phase d'expérimentation, ce procédé écologique et économique intéresse déjà des industriels au niveau international.
Je vous le disais en titre, l'Isérois Bruno Odos est le premier des 2 pilotes accusés dans l'affaire Air Cocaïne à être entendu par la juge d'instruction de Marseille chargée de cette affaire en France. Pascal Fauré sera entendu demain. Les détails avec Isabelle Colbrand. Arrivé à 9h ce matin au palais de justice de Marseille de Bruno Odos, l'un des 2 pilotes impliqués dans l'affaire Air Cocaïne. Il y est entendu par la juge d'instruction en charge du dossier. Il avait été interpellé lundi à l'aube à son domicile d'Autran, tout comme Pascal Fauré, une interpellation qui avait suscité la colère des avocats. Voilà 2 de nos concitoyens qui arrivent, qui disent on est à votre disposition, et on fait semblant de ne rien entendre, et on envoie je ne sais combien de gendarmes, les véhicules de la gendarmerie, enfin tout team pour aller les arrêter, pour les humilier alors qu'ils sont là. Mis en examen dans le volet français de ce dossier, les 2 pilotes s'étaient, on s'en souvient, évadés il y a une dizaine de jours de la République dominicaine où ils étaient condamnés à 20 ans de prison mais laissés libres en attendant leur appel. L'enjeu de cette journée pour Bruno Odos est de savoir s'il pourra retrouver la liberté dès ce soir, éventuellement sous contrôle judiciaire ou s'il sera maintenu en détention. Pascal Fauré, le 2e pilote, sera lui entendu demain. Et pour aller plus loin, je reçois Jérôme Pirat. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez donc écrit l'affaire Air Cocaïne avec Marc Le Plongeon, un livre paru chez Seuil. Vous êtes journaliste, spécialiste du crime organisé. Les 2 pilotes ont pu ou vont être présentés devant la juge d'instruction. Êtes-vous surpris par la tournure des événements ? Bon, pas tellement. C'est déjà normal qu'ils répondent aux questions de la juge. C'est le moins qu'ils puissent faire. Après qu'ils soient placés en détention provisoire, c'était un risque, effectivement. Sans doute un risque pour satisfaire la diplomatie et le gouvernement de la République dominicaine. On a le sentiment, peut-être à tort, que la justice française a décidé de reprendre les choses en main. De toute façon, c'est pas reprendre, c'est prendre enfin les choses en main, parce que de toute façon, cette affaire, elle est divisée depuis le début entre la République dominicaine et la France de manière tout à fait surprenante. Un dossier où il n'y avait aucune coopération de la part de la République dominicaine, puisqu'elle a mené son enquête un peu de son côté, la France aussi, et le volet français est pour le coup assez pauvre dans ce dossier. On ne parle pas de drogue, il n'y a pas de saisie, il y a quelques flux financiers sur lesquels travaille la juge, mais donc oui, une reprise en main, c'est-à-dire qu'il faudrait encore faudrait-il qu'il y ait les 4 personnes et puis qu'on sache exactement ce qu'il y avait dans ces valises sur l'aéroport de Punta Cana pour que la juge puisse travailler complètement et sereinement. Alors quand vous avez écrit ce livre, les pilotes ne s'étaient pas enfuis de la République dominicaine. Quel regard portez-vous sur cette fuite, finalement, dont personne ne comprend rien ? Quel regard effectivement, l'instruction dominicaine n'est pas très exemplaire. Donc on peut comprendre que ces messieurs aient des craintes quant à la suite des événements. Après, est-ce que le timing était très bien choisi après un premier procès en laissant 2 personnes derrière ? Bon, ça, c'est pas moi qui fais ça, c'est un jugement purement moral. Je vais pas le porter. Mais, et puis, je pense qu'effectivement, ils ont un peu contrecarré la diplomatie française qui devait s'activer dans l'ombre en prévision du procès en appel. Alors, la juge d'instruction a tenté de faire toute la lumière sur les rôles de Bruno Odos et Pascal Fauré. Qui sont-ils, selon vous ? Est-ce qu'ils sont des victimes, des complices d'un vaste trafic de drogue ? Qui sont-ils, selon vous ? Alors, moi, d'après ce qu'on en a compris avec mon camarade Marc Le Plongeon en étudiant patiemment ce dossier puis en menant notre petite enquête, à notre avis, ils sont innocents, ces pilotes. Ils ont sans doute péché par un peu négligence, comme d'ailleurs les affréteurs de l'avion, enfin la société lyonnaise qui louait cet avion. C'est-à-dire péché par négligence, puisqu'on voit bien qu'au bout d'un moment, ils s'en inquiètent d'ailleurs de cette clientèle un peu particulière. Ils ont des gens qui voyagent, qui ne sont pas dans l'avion, qui se déclarent comme passagers qui ne viennent pas. Ils ne disent rien pour autant. Ils s'en inquiètent, voilà, mais ils ne disent rien pour autant. Alors, ils n'ont rien à dire légalement, puisque c'est un vol dit commercial, c'est-à-dire que c'est un vol commercial, c'est-à-dire que l'avion est loué par une tierce personne et non pas par le propriétaire. Donc, dans ces cas-là, les règles sont assez claires. Effectivement, ils l'ont dit et redit, ils n'ont pas à fouiller les bagages. Ça n'est pas de leur ressort, ça n'est pas de leur responsabilité, ni de celle d'ailleurs de la société qui les emploie. En revanche, effectivement, on voit qu'ils s'inquiètent au cours des vols. Il y a 3 vols qui leur sont reprochés. Au bout du 2e, on voit qu'ils commencent à s'inquiéter. Ils font des recherches sur Internet. Ils tapent trafic de stupéfiants. Quito, Équateur, qui est une des destinations qu'ils ont ralliées. Les pilotes, les patrons de la boîte eux-mêmes vont alerter l'Office international de lutte contre le trafic de stupéfiants avant ce fameux 3e vol qui va leur être fatal à tous. Donc on voit bien que
eux-mêmes trouvaient la clientèle, enfin leurs clients, un peu étrange et en tout cas qui méritaient méritaient de se poser des questions. Donc voilà, donc on peut leur reprocher ça, cette négligence-là, le fait d'avoir un peu peut-être fermé les yeux un peu trop longtemps sur la nature un peu surprenante de ces vols. Après, je pense qu'ils sont foncièrement tous innocents. Merci beaucoup Jérôme Pierrat d'avoir répondu à nos questions. Je précise donc que vous avez coécrit le livre L'affaire Air Cocaïne paru chez Seuil. Merci beaucoup. L'équipe de France en ski a été présentée samedi dernier à Chambéry. Les athlètes ont pu annoncer leur projet de l'hiver avec des ambitions centrées sur la Coupe du Monde. Ils étaient réunis autour de leur leader, Marie Bochet, la skieuse alpine du Beaufortin, quadruple championne paralympique, compte bien briller lors de l'étape de Tignes. Et pour cela, elle s'entraîne à nouveau après la trêve estivale, comme l'ont constaté David Sandona et Gabriel Fournéron. Dans la vie d'un skieur, ce moment marque le début d'une nouvelle saison, d'un nouveau challenge. Après un long été, Marie retrouve ses habitudes, le froid et la neige. Loin des glaciers, c'est sur la piste couverte d'Amnéville que la quadruple médaillée paralympique rechausse les skis pour la première fois. Il faut vraiment que tu oses, n'hésite pas à exagérer, à vraiment aller loin, comme si tu as l'impression que tu n'allais vraiment pas tourner. Elle a un bon bagage technique maintenant et on a encore pas mal de choses à mettre en place pour la suite. Donc là, on repart justement sur du travail technique de base. On essaye de corriger les petits défauts qu'elle a encore pour améliorer son ski et essayer d'aller encore un peu plus vite, quoi. À moins 2 degrés, sur une piste sans dévers, les entraîneurs en profitent pour corriger quelques détails. Pourtant, en ce début d'hiver, difficile pour Marie de se remettre dans le bain à l'aube d'une saison sans compétition majeure. Rien n'est jamais gagné d'avance, donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de devoir remonter sur les planches, retravailler pour essayer de gagner en technique, de retrouver ses sensations. Et voilà, c'est à cette période que ça se passe. Moi, c'est pas la période que j'affectionne le plus, l'automne, mais ça fait quand même du bien de retrouver un peu ses sensations. Elle n'a que 21 ans, mais déjà un sacré palmarès. 12 victoires en championnat du monde, 4 gros globes de cristal et surtout le Graal. 4 médailles d'or aux Jeux paralympiques à Sochi. Marie Bochet est la reine de l'équipe de France. Après avoir tout gagné, Marie est désormais libérée. Elle n'a plus rien à prouver. J'ai la possibilité d'essayer plus de choses. Bien sûr, si je sors à une manche, si je sors à une course, si je ne gagne pas la course, je suis déçue. Mais au fond de moi, je sais que j'ai déjà une belle carrière derrière moi et que j'ai déjà réussi dans le ski et que quoi qu'il arrive aujourd'hui, j'aurai rien à regretter. Sur le bord des pistes, c'est désormais une star, un modèle pour les jeunes skieurs qui n'avaient peut-être jamais vu de ski handisport auparavant. C'est une championne. C'est un exemple. Je la respecte vachement parce que avec son handicap, franchement, skier comme ça, c'est impressionnant. Porte-drapeau de l'équipe de France, Marie entame un nouvel hiver sans pression. De toute façon, elle devrait de nouveau tout gagner. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations. La cour d'assises de l'Isère a tranché. Le procès de la rixe mortelle d'Échirolles se tient à huis clos. Il s'agit d'éviter des troubles éventuels. L'affaire implique des jeunes de 2 quartiers de l'agglomération de Grenoble. Les proches des victimes réclamaient la publicité des débats. Les prochaines journées du procès seront consacrées à l'examen des personnalités de chacun des accusés. Et c'est la fin de cette édition. Passez une très belle après-midi. À demain.